Le clash entre Netanyahou et Emmanuel Macron cachait un secret. Et si tu veux le découvrir, regarde ça. Il y a un truc extrêmement important que j'ai appris. C'est que dans la vie, chez l'être humain, il existe deux faces. Celle de façade, celle qui présente bien. Et il y a l'autre, un peu plus obscure, un peu plus hypocrite. Et ça me rappelle un événement géopolitique qui s'était passé il y a quelques années de cela, quand Barack Obama et Nicolas Sarkozy avaient révélé leur face un peu plus obscure sur ce qu'ils pensaient de Benyamin Netanyahou. Un micro resté ouvert en dit souvent beaucoup plus que des échanges diplomatiques formels. On a appris ce lundi soir que lors du G20 de Cannes, Nicolas Sarkozy avait déclaré à Barack Obama que Benyamin Netanyahou était un menteur et qu'il ne pouvait plus le supporter. « Tu en as marre de lui, mais moi je dois traiter avec lui tous les jours », a rétorqué son homologue américain selon le site Arrêt sur Image. La cause de ces fuites croustillantes, des micros déjà ouverts avant la conférence de presse Obama-Sarkozy et des journalistes qui ont pu profiter de l'échange privé. Ce sont des blogs israéliens qui les premiers auraient sorti le verbatim. Des indiscrétions embarrassantes en tout cas pour l'équipe Washington-Paris-Tel Aviv qui tente d'afficher son union face au dossier du nucléaire iranien par exemple. Je sais pas pour toi, mais moi j'aimerais trop avoir une machine qui permet de rentrer dans la tête des autres, pour savoir ce qu'ils pensent vraiment de toi. Il y avait un homme, un ancien président de la République française, qui s'appelait Jacques Chirac, qui lui, lorsqu'il était face à Benyamin Netanyahou, n'hésitait pas à lui dire ses 4 vérités en face. Puisque vous parlez de Jacques Chirac et d'Israël, rapidement après l'assassinat de Yitzhak Rabin, on le sait, c'est Benyamin Netanyahou qui a été élu en tant que Premier ministre. Et là, les relations se sont nettement dégradées. Oui. Pas entre vous et Chirac, mais entre Chirac et Netanyahou, les relations ont été catastrophiques. Vous racontez que lors d'un entretien entre Chirac et Netanyahou, Jacques Chirac lui dit, on va voir la citation à l'écran d'ailleurs, Jacques Chirac lui dit « Je ne crois pas à un mot qui sort de votre bouche, toute votre politique, on le voit ici, consiste à provoquer les Palestiniens. » C'est raconté de votre livre. Et vous avez assisté à cette scène. J'étais à cette conversation, c'était, je crois, en 90... Il a dit ça à Netanyahou, hein, pas à vous. À Netanyahou, non pas à moi. Non. Moi, avec moi, il était gentil. Il n'aimait pas Netanyahou. Il n'aimait pas, peut-être, il n'aimait pas certainement pas la politique, et peut-être même qu'il n'aimait pas Netanyahou personnellement. Je ne sais pas. Je peux vous dire, Julien, que je n'ai jamais assisté, et croyez-moi, j'ai assisté à des centaines de conversations entre chefs d'État. Je n'ai jamais assisté à une conversation pareille où vous avez le président français qui dit au Premier ministre israélien « Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, tout ce que vous faites, ce sont des provocations contre les Palestiniens. » Et Netanyahou, il est resté impassible. Netanyahou est devenu tout blanc. Mais il n'est pas parti, il est resté. Chirac est devenu tout rouge, de colère. Netanyahou tout blanc. Il est resté, il a serré les dents, il y a eu un silence de quelques secondes, et Netanyahou a continué d'expliquer sa politique. Et Chirac était comme ça, et Netanyahou était livide. Vous pouviez entendre une mouche, un moustique dans la chambre. Il y avait un silence total. Et on est parti, et quand on est sorti, Netanyahou, il a poussé. Ah, heureusement que c'est fini. Un grand soupir comme ça. J'ai jamais vu une scène pareille, jamais de ma vie. La politique, c'est violent. Et il y a un homme qui l'a appris à ses dépens. Emmanuel Macron. Il a pris une décision qui allait à l'encontre des intérêts israéliens. Israël poursuit ses frappes aériennes et son offensive terrestre au Liban. Des opérations qui suscitent l'inquiétude sur la scène internationale. Emmanuel Macron a appelé une nouvelle fois à la désescalade, mais cette fois-ci, il propose une mesure forte. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Et maintenant, notre priorité est aussi d'éviter l'escalade. Je considère qu'au-delà de ça, le peuple libanais ne peut pas à son tour être sacrifié. Et le Liban ne peut pas devenir un nouveau Gaza. Ce samedi, dans la manifestation parisienne en soutien au peuple palestinien et libanais, cette déclaration a plutôt bien été accueillie. Enfin,
Il était temps, mais il faut que la France aille jusqu'au bout de sa démarche. Si elle arrête d'envoyer des armes à Israël, alors elle doit aussi décider de la fin de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Elle doit décider de la reconnaissance de l'État de Palestine. Même si Paris assure déjà ne pas livrer d'armes à Israël, les propos du président de la République ont déclenché l'ire du Premier ministre israélien. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été choqué. Tu vois, quand Sarkozy et Obama ont critiqué Netanyahou, il n'avait pas répondu publiquement. Quand Chirac s'en était pris à Netanyahou, il était resté à sa place. Mais là, face à Emmanuel Macron, il a franchi ligne rouge de la diplomatie. Et d'abord la colère du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou qui fustige les déclarations du chef de l'État français. Emmanuel Macron a réclamé hier l'arrêt des livraisons à Israël d'armes servant dans la bande de Gaza. Des propos honteux selon le chef du gouvernement israélien, Antoine Joubo. J'ai un message pour Emmanuel Macron. Lors d'une conférence de presse, Benyamin Netanyahou donne une réponse cinglante au président français. Alors qu'Israël combat les forces de la barbarie dirigée par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes contre Israël. Honte à eux. Le chef du gouvernement israélien dénonce également, selon ses mots, un axe de la terreur uni face à un axe de la résistance qui ne l'est pas. Les relations entre les deux pays semblent n'avoir jamais été aussi dégradées. Lors de la dernière journée du 19e sommet de la francophonie à Paris, Emmanuel Macron réaffirme ses propos. Nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. C'est quand même violent de dire « honte à vous ». C'est une humiliation publique à l'échelle mondiale. Je sais pas comment Macron a dû se sentir, mais moi, à sa place, je me serais senti extrêmement mal. Mais là où j'ai compris le secret de ce clash, c'était dans la réaction de l'Élysée. Pour comprendre le secret de ce clash, faut que tu écoutes attentivement les mots employés par l'Élysée pour redescendre la température entre Macron et Netanyahou. La position du président français a été félicitée par des pays de la région. Le Qatar, médiateur clé du conflit, juge qu'un pas important et apprécié vers l'arrêt de la guerre a été franchi. Pour éviter toute crise diplomatique, l'Élysée assure toutefois dans un communiqué publié samedi soir que la France est l'ami indéfectible d'Israël, mais la présidence française déplore les mots excessifs de Benyamin Netanyahou. Est-ce que tu as repéré le mot? Le mot essentiel. Le mot qui enraye le moteur de la géostratégie mondiale. Ce mot, c'est ami. La France et Israël, nous sommes des pays amis. Mais le truc, c'est que moi, dans l'histoire du monde, j'ai rarement vu des pays qui étaient vraiment amis. Je te donne un simple exemple qui est récent. Celui de la Grande-Bretagne. Moi, j'ai toujours pensé que la Grande-Bretagne, malgré qu'elle soit sortie de l'Union européenne, était un pays ami du continent. Mais lors de la pandémie, Boris Johnson, l'ancien chef d'État britannique, avait révélé qu'il était prêt à envoyer une unité militaire aux Pays-Bas pour aller voler des vaccins. C'est un drôle de concept de l'amitié. Et encore un peu plus loin, lorsque j'étais gosse et que la guerre en Irak avait commencé, la France, elle, avait dit non à cette guerre. Surtout à travers le discours historique de Dominique de Villepin. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience.
la lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. On est d'accord que la France et les États-Unis, à travers leurs histoires, surtout à travers les 2 guerres mondiales, sont censés être des pays amis. Et pourtant, lorsqu'ils ont refusé d'aller en Irak, les États-Unis ont commencé à boycotter le pays, à les insulter, à les traiter de fromage qui pue, de vieux continent. Par le secrétaire américain à la Défense. Donald Rumsfeld lance aux journalistes qui le questionnent sur les réticences européennes face à la guerre en Irak. Quand vous pensez à l'Europe, vous pensez à l'Allemagne et à la France. Pas moi. Ça, c'est la vieille Europe. Si vous regardez les nouveaux membres de l'OTAN, aujourd'hui le centre de gravité de l'Europe se déplace vers l'Est. Les intéressés ont dû apprécier. Monsieur le Président, est-ce que la France et l'Allemagne sont la vieille Europe, s'il vous plaît? Mais n'ont pas souhaité faire de commentaires. Le ministre français des Affaires étrangères, lui, relève diplomatiquement le manque de respect. Je crois que chacun exprime sa position, sa vision du monde, et on doit le faire avec beaucoup de franchise et de respect. Il y a de quoi être étonné de ces réactions virulentes, méchantes. Est-ce qu'on parle comme ça à des amis? Non. Et tu vois, ça c'était encore une façade qui était légèrement tombée, légèrement fissurée. Mais l'autre face, l'hypocrite, celle qu'on voit pas vraiment, elle s'est traduite lorsque Dominique de Villepin était faire face à Colin Powell, alias le menteur de la fiole. Je retrouverai en tête-à-tête Colin Powell, dans un moment qui est un moment peut-être les plus vibrants de ma vie diplomatique. Puisque quand je rentre dans le bureau de Colin Powell, où il me reçoit aux Nations Unies, en sort le ministre des Affaires étrangères bulgare qui me regarde pas dans les yeux et de façon très dépitée en me disant « j'ai pas le choix, Dominique ». Et je comprends que j'ai pas le choix que d'accompagner les Américains dans leur vote au Conseil de sécurité. Donc je comprends que la Bulgarie va suivre les Américains. Je rentre dans le bureau de Colin Powell et la première chose que je lui dis, c'est « Colin, il y a des pratiques que je considère comme inqualifiables. » Et là, je dis à Colin Powell, je ne peux pas accepter que l'on cherche à faire chanter certains États. Et là, Colin Powell se dresse sur la table, me regarde, et j'ai vu le moment où il allait me donner un coup de poing. J'ai vu cet homme blessé, mais en même temps, je voulais lui faire toucher du doigt que le mensonge des États-Unis allait nous entraîner dans quelque chose de totalement illégitime. Il allait lui mettre une droite. J'aurais bien aimé voir ça. Mais tu vois, à travers toutes ces histoires, on comprend une chose essentielle. Et cette chose essentielle, c'est le président de Gaulle qui l'avait révélé. Le général de Gaulle avait dit une citation qui faisait mouche. Les nations n'ont pas d'amis. Elles n'ont que des intérêts. Et tu vois, nous, lorsqu'on regarde les médias, lorsqu'on regarde la façade, souvent tu as cette réaction de « nous sommes des pays amis, on se tient la main, on se serre fort ». Mais dans le fond, lorsque tu vas à l'encontre de mes propres intérêts, t'es plus mon ami, je te déteste. Et il y a des réactions violentes, virulentes, comme celle de Netanyahou envers Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, je veux dire, avait pas la même stature que Jacques Chirac, tu vois. Jacques Chirac, c'était l'esprit Coubertin. Demain à l'aube, tu m'insultes, demain à l'aube. Et je te dis tes 4 vérités. Emmanuel Macron, c'est autre chose, tu vois, c'est on est amis, on est amis. Mais non. L'amitié, c'est une idée, c'est une idéologie. Mais au niveau des nations, on joue de la réelle politique. Et ce qui compte, c'est quoi? C'est les intérêts stratégiques, économiques et politiques. Et dans le fond, tu vois,
ces réactions à l'échelle géopolitique, on peut les retranscrire à notre propre échelle. Et je pense que le meilleur exemple, c'était une histoire de mafieux. Tu vois, ce qui est dur dans les amitiés, c'est qu'on a souvent tendance à confondre amitié sincère avec intérêt propre. Et quand on est trahi, c'est souvent pour des intérêts. Et en réalité, tu vois, quand tu te fais trahir pour un intérêt par une personne que tu pensais être ton ami, t'as une douleur intérieure qui est énorme, une blessure, qui fait que t'as de plus en plus de mal à avoir confiance aux autres. Et l'exemple ultime de ce type de trahison, de ce type de fausse amitié, c'est Tony Soprano. Tony Soprano, c'était le protagoniste, le héros d'une série qui s'appelait Les Sopranos. C'était un mafieux du New Jersey, chef d'une famille. Et tu vois, dans cette famille, il avait Christopher. Christopher, j'ai jamais vraiment compris, c'était son neveu ou son cousin. Enfin bref. Christopher a été initié dans la mafia. Tu vois, on lui a mis une petite aiguille dans le doigt et on lui a fait brûler une carte pour lui faire comprendre qu'il faisait partie de la famille et qu'il était maintenant un membre officiel de cette famille. Et le truc, c'est que tu vois, quand on est dans une famille, on a des liens émotionnels qui nous lient, tu vois. Il n'y a pas d'intérêt. Je t'aime pour ce que t'es et je t'aiderai sans rien à y gagner. Et au fur et à mesure du temps de la série, il y avait la petite amie de Christopher. Elle s'appelait Adriana, une très belle femme. Et Adriana, malgré elle, elle est devenue une informatrice du FBI. Et elle avait du mal à vivre avec ce poids. Et elle aimait Christopher de tout son cœur. Et à un moment dans la série, tu vois, Tony, il a commencé à un petit peu franchir les lignes rouges. J'oublierai jamais un moment, il était prêt à embrasser Adriana, qui était la petite amie de Christopher, son neveu aimé, adoré, le neveu qu'il aimait de tout son cœur. Déjà là, j'avais senti que l'amour qu'il donnait à Christopher était un petit peu superficiel. Tu peux pas faire ça. Et un jour, Adriana, elle a révélé à Christopher que elle était une indique. Et là, Chris, il est tombé de haut. Parce que Adriana, il l'aimait de tout son cœur. C'était vraiment des âmes sœurs, tu vois. Et il l'a dit à Tony. Et là, Tony, il a pris une décision radicale. On va en finir avec elle. Et donc voilà, ils en ont fini avec elle, ils l'ont tuée dans un bois. Mais après, Christopher, lui, cet assassinat, il l'a pas supporté. Il aimait Adriana du plus profond de son cœur. Et pour soulager cette douleur qui habitait son cœur, il a commencé à consommer de l'héros, de la coke. Il a commencé à se perdre. C'était plus le même Christopher. Et Tony, il n'était pas vraiment là pour le soutenir. Tony, il pensait qu'à ses propres intérêts. Et un jour, alors qu'il était un petit peu sous zéro, il conduisait avec Tony. Et ils ont fait un accident dans un chemin. Et Christopher était dans un sale état. Tony, lui, ça allait encore. Il est sorti de la voiture et il a regardé Christopher. Christopher était entre la vie et la mort. Il suffisait tout simplement d'appeler les ambulanciers pour venir lui sauver la vie. Mais Tony, il a pensé à ses intérêts. Il a regardé Chris. Et il a placé sa main sur sa bouche pour lui couper sa respiration, pour le buter. Chris, il était là, il n'arrivait plus à respirer. Et à un moment, il regarde Tony dans les yeux. Et Tony le regarde en retour. Et à travers le regard de Chris, on comprend une chose essentielle. C'est que Chris, qui pensait que Tony l'aimait parce qu'ils avaient un lien émotionnel entre eux, il avait compris que les intérêts personnels de Tony Soprano passaient au-dessus de cet amour. Et tu vois, c'est à partir de cet épisode-là que j'ai vraiment détesté Tony Soprano. Au départ, je l'aimais, mais quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette fake amitié, ce fake amour,
je me suis dit, c'est dégueulasse. Et tu vois, toi et moi, on a déjà été victimes, on va encore être victimes de gens qui vont venir avec nous avec de fausses émotions. Et en fait, c'est pas grave qu'il y ait des fausses émotions, c'est humain. Il y a des gens qui ont leur intérêt et qui nous voient comme des objets. Mais on doit faire la distinction. Notre responsabilité, c'est de faire la distinction entre l'amitié et l'alliance. Et dans le fond, la France et les États-Unis, la France et Israël, ce ne sont pas des amis, mais ce sont des alliés. Et c'est quoi la différence entre un ami et un allié? Tu vois, un ami, c'est quelqu'un avec qui tu as une connexion émotionnelle. Vous avez des valeurs que vous partagez en commun. Et l'ami, au fait, si un jour il est dans la merde, tu vas l'aider, même si tu n'as rien à y gagner derrière. Pourquoi? Parce que tu as investi de l'amour en lui. Tu l'aimes. Raison pour laquelle tu vas jamais lui demander quelque chose en retour. Tandis qu'un allié, c'est différent. Un allié, c'est quelqu'un qui a un objectif en commun avec toi. Vous avez des intérêts mutuels. Et l'idée, c'est quoi? C'est que en gagnant, lui aussi, il va gagner à côté. Et le truc, c'est que le jour où tu es dans la merde, il ne viendra t'aider que si il a quelque chose à gagner. Et donc, c'est là qu'on comprend que la différence entre l'amitié et l'alliance, c'est la base. La base est différente. L'alliance, c'est une base qui est basée sur un intérêt. L'amitié, c'est une base qui est basée sur l'amour. Et quand tu comprendras ça, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. J'ai envie de te poser une question brutale. Selon toi, est-ce qu'on est des amis ou des alliés? Toi et moi. On pourrait dire qu'on est des alliés parce que, en vrai, on s'est jamais vus en face à face. Je te parle tout le temps derrière ma caméra. Tu connais pas tout sur ma vie et je connais pas tout sur la tienne. Mais, quelle est notre connexion? Elle est basée sur quoi? Sur des intérêts? Ou sur des émotions sincères? Moi, ma réponse, c'est que notre connexion est basée sur une structure émotionnelle. Tu vois, moi, mon objectif, c'est quoi? C'est que quand je te parle là, je parle à une ancienne version de moi-même, qui n'était peut-être pas toujours au top, qui doutait d'elle, qui avait peut-être un manque de confiance exacerbé en elle. Et l'idée, c'est que quand je te parle, je me parle un peu à moi-même. Et donc, quand je me parle à moi-même, quand il y a une partie de moi en toi, et que je sors tous ces conseils, que je travaille tous mes textes, c'est parce que je t'aime. Raison pour laquelle j'aimerais que tu écrives en commentaire « Ami ». 3 simples lettres. « Ami ». Parce que tu vois, même si on s'est peut-être jamais rencontré en vrai, et j'espère qu'on se rencontrera en vrai, dans le fond, notre relation est basée sur un partage mutuel. Parce que quand moi je te donne, je sens que dans l'univers, il y a ta réponse qui revient sur moi et qui me donne aussi. Donc, je te dis à une prochaine vidéo, mon ami.